5 minutes avant que nous soyons censés signer notre acte de mariage, mon fiancé aidait son premier amour à choisir sa robe de mariée. À cet instant précis, j'ai compris que notre relation de 5 ans était terminée. En sortant de la mairie, j'ai été accueilli par son ami d'enfance, un officier de l'armée de terre, qui tenait un dossier de mariage entièrement préparé. Puisque nous sommes venus jusqu'ici, pourquoi ne signerais-tu pas avec moi? Si vous aimez cette histoire, s'il vous plaît, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. L'écran de mon téléphone s'est allumé. Une photo postée par Sophie Blanc fut la première chose à apparaître sur mon fil d'actualité. Sur la photo, Romain Dubois se penchait sur un voile blanc pur superposé. Il l'ajustait avec un toucher si doux, comme s'il manipulait quelque chose d'incroyablement fragile. La légende qui l'accompagnait était courte. Les robes de mariée apportent un bonheur si pur. Ce jour-là, Romain et moi étions censés signer officiellement notre acte de mariage. Je me tenais dans la salle d'attente sombre du service de l'état civil de la mairie, fixant l'horloge au mur. Il était 16h59. À chaque tic-tac de la trotteuse, l'espoir qui persistait au fond de ma poitrine s'effritait. Les papiers que j'avais vérifiés et revérifiés depuis le matin étaient bien rangés dans mon sac pour ne pas être pliés. J'avais préparé mon acte de naissance, ma carte d'identité et tous les formulaires requis. La veille au soir, j'avais même réservé une table dans un restaurant pour que nous puissions célébrer après la signature. C'était une table près de la fenêtre, exactement le genre qu'il disait toujours aimer. Pensant qu'il pourrait être en retard, j'étais arrivé 30 minutes en avance. Je serrais fort mon ticket numéroté. Levant les yeux à chaque fois que les portes s'ouvraient, mais les seules personnes qui entraient étaient des inconnus, de jeunes couples se tenant la main et riant, des couples mariés revérifiant leurs documents, une famille avec un petit enfant demandant son chemin à un employé. Tout le monde semblait se diriger vers une nouvelle vie. J'étais la seule à être laissée pour compte, dans un endroit où le temps s'était complètement arrêté. Il ne restait que 5 minutes avant la fermeture du service. Et pourtant, mon fiancé regardait son premier amour essayer une robe d'un blanc immaculé. Une romance de 5 ans. Les innombrables nuits que j'avais passées à l'attendre. La solitude que j'avais ravalée encore et encore. Tout cela était transformé en une farce complète par une seule photographie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas laissé la colère prendre le dessus et l'appeler. J'ai réalisé alors que le cœur meurt en un instant. Une fois que l'on a épuisé absolument tout espoir, il ne reste qu'un désert silencieux. J'ai baissé les yeux sur mon annulaire gauche. La bague de fiançailles que je n'avais jamais enlevée depuis 3 ans était là. Le fin anneau d'argent était gravé de minuscules rayures. Je me suis souvenu du jour où nous l'avions acheté. Alors que Romain la glissait à mon doigt, il avait murmuré que nous serions ensemble pour toujours à partir de ce moment. Avec le recul, ce n'était pas une promesse. C'était peut-être simplement une chaîne destinée à me garder attachée. J'ai lentement retiré la bague. Puis je l'ai posée sur le comptoir en verre froid à côté de moi. Un léger cliquetis métallique a résonné. C'était comme le dernier film liant à lui qui se rompait doucement. Mon annulaire, maintenant libéré de l'anneau, aurait dû se sentir plus léger, mais il était douloureux. Seul mon corps se souvenait encore du poids qui y avait reposé pendant 3 ans. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Sur l'écran de message avec Romain, seuls les textes que j'avais envoyés étaient alignés. Je suis déjà là. Les papiers sont tous prêts. À quelle heure penses-tu pouvoir arriver? Ma dernière question était également restée sans réponse. Une version un peu plus jeune de moi-même l'aurait probablement appelé plusieurs fois de plus. J'aurais cherché des raisons pour justifier son absence, pensant que peut-être quelque chose s'était passé ou qu'il était coincé dans les embouteillages. Mais maintenant, la photo joyeuse en haut de mon écran fournissait la réponse ultime. J'ai tapé un message non envoyé une seule fois. Je n'attends plus. Après avoir fixé ces 4 mots, je les ai supprimés sans appuyer sur envoyer. J'ai décidé que je n'avais même pas besoin de lui accorder la dignité d'un adieu. Je me suis retournée et j'ai commencé à marcher vers la sortie sans regarder en arrière. J'ai entendu la voix de l'employé derrière moi. Madame, nous allons fermer les guichets très bientôt. Je n'ai pas arrêté de marcher.
En poussant les lourdes portes vitrées, le soleil intense doux s'est déversé sur moi d'un seul coup. L'éblouissement me faisait mal au fond des yeux. Je pensais que j'allais m'effondrer en larmes sur le champ. Mais en réalité, il n'y avait pas de larmes. Le désespoir, j'ai appris, était une chose incroyablement silencieuse. Pendant 5 ans, j'avais vécu ma vie entièrement centrée sur lui. Chaque fois que Sophie l'appelait en disant qu'elle ne se sentait pas bien, il m'abandonnait, quelle que soit la situation. C'était pareil le soir de notre dîner d'anniversaire. Même la nuit où j'ai été hospitalisée, il a quitté ma chambre simplement parce que Sophie pleurait. Chaque fois, je me raisonnais. Romain est juste une personne gentille. Lui et Sophie se connaissent depuis longtemps, donc on ne peut rien y faire. Un jour, il réalisera ce que je ressens. Mais face aux faits, ma patience n'avait été qu'une pièce de théâtre en solo. En regardant les voitures et les gens passer, j'ai eu pour la première fois l'impression que cette ville était un endroit que je ne connaissais pas. Le téléphone a vibré dans ma main. L'écran affichait le nom de l'assistant de direction de Romain. Je n'avais pas besoin de répondre pour savoir de quoi il s'agissait. Un problème était survenu à cause de Sophie, et il voulait me refiler le sale boulot encore une fois. J'ai refusé l'appel et j'ai immédiatement bloqué le numéro. Si je devais lâcher prise, j'allais le faire complètement. Je n'avais aucune intention de laisser la moindre fissure par laquelle il pourrait se glisser à nouveau. J'étais sur le trottoir, sur le point d'appeler un taxi, lorsqu'un SUV lourd de couleur vert foncé s'est arrêté silencieusement juste devant la mairie. Le véhicule massif s'est immobilisé et la portière du conducteur s'est ouverte. De longues jambes ont foulé le pavé. L'homme qui est apparu portait un impeccable uniforme de cérémonie de l'armée de terre française. Les insignes de grade sur ses épaules reflétaient vivement la dure lumière du soleil. Marc Valois. Il était l'ami d'enfance de Romain, connu de tous comme un homme excessivement froid et calculateur. Il était strictement poli avec tout le monde. Pourtant, en même temps, il ne laissait absolument personne entrer dans son monde intérieur. Il n'y avait presque aucune interaction entre Marc et moi non plus. Chaque fois que nous nous croisions, nous échangions simplement des salutations formelles. Chaque fois que je rencontrais son regard perçant, j'avais l'impression d'être évaluée. J'avais toujours supposé qu'il se méfiait de moi, me considérant comme une nuisance pour Romain. Pourquoi était-il ici? J'ai inconsciemment essayé de l'éviter. Cependant, Marc a fermé la portière de sa voiture et a marché droit vers moi sans une once d'hésitation. Ses yeux ce jour-là étaient différents de son regard froid et observateur habituel. Ils abritaient une émotion profonde, illisible. Amélie. Sa voix basse et stable a clairement percé le bruit de la rue animée. J'ai forcé les coins de ma bouche à se soulever. Commandant Valois, quelle coïncidence de vous croiser dans un endroit comme celui-ci. Pensez-vous vraiment que c'est une coïncidence? Personne ne gare sa voiture devant le service de l'état civil sans raison. Marc n'a même pas tenté de répondre à mon sourire forcé. Il me dépassait d'une tête entière. Son ombre enveloppait complètement mon corps. Son regard s'est posé sur mon visage, qui avait perdu toute sa couleur. Puis il s'est déplacé vers mon annulaire gauche, qui ne portait plus rien. À la place d'une bague, seule une légère ligne blanche subsistait. Tous les sons environnants semblaient s'estomper. Je me tenais dans un silence si profond que j'avais l'impression de pouvoir entendre sa respiration même. Où est la bague? Sa voix s'est faite plus basse. Je ne pouvais pas lire son émotion exacte, mais il y avait une pression indéniable dans ses mots. J'ai détourné les yeux de son regard perçant. Puis, retroussant mes lèvres avec autodérision, j'ai répondu. Je l'ai jeté. Après une brève pause, j'ai continué. Peut-être qu'elle ne m'a jamais vraiment appartenu. C'est pourquoi je l'ai enlevée. Les sourcils de Marc se sont froncés une fraction de seconde. Au fond de ses yeux, fixant ma façade têtue, une émotion féroce vacillait violemment. Je venais de mettre fin à une relation de 5 ans. Il n'y avait aucun moyen que je sois parfaitement bien. Pourtant, Marc n'a pas offert un seul mot de sympathie vide. Sophie est fragile, donc on ne peut rien y faire. Romain ne voulait pas faire de mal. Tu dois juste tenir un peu plus longtemps.
Il n'a prononcé aucun de ces réconforts fatigués et répétés. Il m'a regardé comme s'il regardait quelque chose qui avait été piétiné sans pitié. Derrière ses yeux, il y avait même une rage contenue. Romain est dans une boutique de mariage avec Sophie en ce moment, n'est-ce pas? Cette seule phrase a percé ma blessure avec précision. J'ai relevé la tête, regardant Marc avec incrédulité. Il était au courant de leur relation, lui aussi. Le monde entier le savait probablement. La seule personne qui ne savait pas, la seule idiote qui croyait que le simple fait de signer un acte de mariage apporterait le bonheur, c'était moi. Si vous êtes venu ici pour lui trouver des excuses, commandant Valois, ce n'est pas la peine. J'ai inspiré brusquement, luttant désespérément pour empêcher les larmes de couler. J'en ai complètement fini avec lui. Une voix étonnamment froide est sortie de ma bouche. À partir de cet instant précis, nous n'avons absolument plus rien à voir l'un avec l'autre. Marc a fixé mon visage raide et sur la défensive. Puis il a souri très légèrement. Ce n'était pas un sourire doux. C'était le sourire calme et dangereux d'un homme qui avait pris une décision capitale. Je pensais qu'il avait fini de parler, mais Marc n'a pas bougé d'un centimètre. Ses yeux voyaient à travers ma fausse assurance, jusqu'au plus profond de ma coquille vide. Le soleil de la nuit était tapé fort. Pourtant, notre environnement immédiat semblait entièrement séparé du reste du monde, parfaitement silencieux. Finalement, Marc a levé la main droite. Entre ses longs doigts se trouvait un jeu de documents légaux fraîchement imprimés. Dans son autre main, un dossier de mariage impeccable déjà rempli. J'en ai perdu mes mots. Pourquoi aurait-il ce genre de choses sur lui? Avant que je puisse comprendre la situation, Marc a fait un pas en avant, comblant la distance entre nous. Sa présence imposante dans son uniforme impeccable m'oppressait, bloquant complètement toute voie de fuite. Il a légèrement baissé le visage, fixant droit dans mes yeux hésitants. Amélie. C'était la toute première fois qu'il m'appelait simplement par mon prénom. Si Romain ne te choisit pas, pourquoi ne choisirais-tu pas un autre homme? Sa voix était basse et distincte. Chaque mot tombait lourdement au fond de ma poitrine. J'ai cru que j'avais mal entendu à cause du stress. Il était l'ami d'enfance de Romain. Il était la personne qui avait observé mes 5 ans avec Romain de plus près que quiconque. Et maintenant, cet homme se tenait devant la mairie avec un dossier de mariage me demandant si je voulais l'épouser. Commandant Valois, comprenez-vous seulement ce que vous dites? Ma voix tremblait. J'ai reculé d'un demi-pas, complètement sur mes gardes. J'ai cherché sur son visage le moindre signe d'une blague, mais Marc ne riait pas. Dans ses yeux sombres et insondables, il n'y avait qu'une sincérité inébranlable. C'était un regard qui semblait avoir enfin libéré des émotions enfermées depuis des années. Je comprends parfaitement. Marc a fait un autre pas vers moi. Ma tête n'a jamais été aussi claire qu'en ce moment. Romain Dubois ne connaît pas ta valeur. Cet imbécile est tout simplement aveugle. Une chaleur soudaine a flambé dans les yeux de Marc. Mais je suis différent. Après un bref silence, il a parlé. J'attends cette opportunité depuis très longtemps. L'air autour de nous s'est figé. Ces mots ont violemment secoué mon cœur paralysé. J'ai fixé son profil rigide et séduisant et la chaleur complètement non dissimulée dans ses yeux. Mon instinct me hurlait de m'enfuir immédiatement. C'était un jeune officier militaire, très respecté de tous. Il proposait soudainement le mariage à une femme dont les fiançailles venaient littéralement d'être rompues. Même si ce n'était pas un piège élaboré, cela semblait incroyablement impulsif et imprudent. Pourtant, mon cœur battait violemment. Non pas parce que j'étais émue. J'étais confuse par la sensation d'être enfin celle qui était choisie. Pendant 5 ans, j'avais été traitée froidement aux côtés de Romain. Chaque fois que j'espérais quelque chose, j'étais confrontée à une déception écrasante. Plus je souhaitais être chérie, plus je perdais de vue ma propre valeur. Et pourtant, en ce moment même, un autre homme se tenait devant moi, déclarant qu'il protégerait ma dignité. Vous êtes fou. Ma gorge était incroyablement sèche. Nous ne savons presque rien l'un de l'autre. J'ai désespérément cherché les mots justes. Vous ne savez même pas à quel point je suis pénible, faible et pathétique en réalité. Je sais,
a coupé Marc sans effort. Sa voix n'était pas forte. Pourtant, elle portait une puissance à laquelle je ne pouvais absolument pas résister. Je sais quel genre de personne tu es mieux que quiconque dans ce monde. Ma poitrine a tremblé violemment. Amélie, a-t-il prononcé ces mots un par un, s'assurant que chacun atterrisse. Le respect qu'il n'a pas réussi à te donner, je te le donnerai. La femme qu'il n'a pas réussi à protéger, je la protégerai. Puis il a parlé avec une clarté absolue. La femme que cet imbécile a jetée, je la chérirai pour le reste de ma vie. La lumière du soleil a accroché les insignes métalliques sur ses épaules. Cet homme, qui avait toujours semblé si inaccessible et froid, paraissait plus fiable que quiconque au monde à cet instant précis. Le chagrin et le désespoir qui s'étaient accumulés dans ma poitrine ont déferlé comme un barrage brisé. L'image de Romain et Sophie, serrés l'un contre l'autre dans la boutique de mariage, m'est revenue en mémoire. Je refusais complètement d'accepter cette humiliation plus longtemps. Si Romain avait complètement piétiné ma dignité, pourquoi devais-je gâcher ma propre vie à pleurer sur lui? J'ai regardé Marc droit dans les yeux. Chaque fois que je voulais quelque chose avec Romain, j'avais besoin d'une excuse soigneusement élaborée. Que je veuille dire qu'il me manquait ou demander à le voir, je cherchais toujours un moyen de le dire sans être une nuisance. Je souriais pour ne pas blesser son ego, je faisais semblant de ne pas être en colère, et à la fin, c'était toujours moi qui m'excusais. Mais Marc m'a dit qu'il protégerait ma dignité sans que j'aie à lui offrir quoi que ce soit. Ce fait a frappé mon cœur si fort que ça m'a terrifiée. Je ne pouvais pas dire que je l'aimais sur le champ. Un cœur profondément blessé ne peut pas simplement se jeter dans une autre romance. Malgré tout, devant cet homme, j'ai senti que je pourrais enfin exister sans prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. Quand j'étais faible, je pouvais dire que j'étais faible. Quand je souffrais, je pouvais dire que je souffrais. C'était un espoir que je n'avais jamais eu le droit d'entretenir tout au long de mes 5 ans de relation. J'ai cherché la moindre trace d'une blague impulsive, mais il n'y avait rien d'autre qu'une profonde sincérité et une détermination absolue. Commandant Valois. J'ai pris une profonde inspiration. Le mariage n'est pas un jeu. Ma voix s'est brisée sous l'extrême tension. Si vous faites ça par un sentiment de vouloir ramasser les miettes de quelqu'un d'autre, je ne peux pas l'accepter. Je n'utilise pas le mariage comme un jeu. L'expression de Marc s'est encore durcie. C'était le visage d'un homme assumant une responsabilité monumentale. Amélie, j'ai observé les 5 années que tu as passées avec Romain. Je t'ai vu sourire même quand tu étais blessée, mettant constamment tes propres sentiments en dernier. Cet homme t'a abandonné maintes et maintes fois pour Sophie. Si tu restes avec lui à l'avenir, il ne fera que blesser encore plus profondément ta fierté la prochaine fois. Sa voix a résonné douloureusement dans ma poitrine. Combien de temps encore comptes-tu te torturer? Ces mots ont exposé sans pitié les blessures que j'avais si désespérément essayé de cacher. Je me suis mordu la lèvre inférieure, goûtant quelque chose de métallique comme du fer. Il avait raison. Combien de temps allais-je encore me mentir? Romain avait clairement fait savoir qu'il ne choisissait pas un avenir avec moi. Si je le poursuivais maintenant, je deviendrais vraiment la risée de tous. Voyant que je ne répliquais pas, Marc ne m'a pas poussé davantage dans mes retranchements. Il a déplacé son regard vers l'entrée de la mairie. Puis il a adouci sa voix d'une fraction. Le service n'est pas encore fermé. J'ai tous les papiers nécessaires prêts pour nous deux. Attendez, suis-je revenu à la réalité? Allons-nous vraiment signer ça maintenant? Nous ne sommes même pas fiancés. Je n'ai pas reçu de demande en mariage formel ni même entendu dire que vous m'aimiez. Malgré tout ça, vous avez vraiment l'intention de faire de moi votre femme? Marc a fixé mon visage profondément confus. Puis il a souri très légèrement. C'était un sourire remarquablement rassurant. Si les formalités garantissaient le cœur véritable d'une personne, tu ne serais pas là, blessé, en ce moment. J'en ai perdu mes mots. J'utiliserai le temps que nous avons devant nous pour te le prouver. Je prouverai que ma décision d'aujourd'hui n'était pas une impulsion momentanée. En disant cela, Marc a tendu la main. Sa paume était chaude et sèche. Les callosités formées par des années d'entraînement militaire rigoureux ont effleuré mes doigts. Il n'était pas autoritaire.
Pourtant, il y avait une puissance constante qui me guidait alors que j'hésitais. Marc a saisi ma main et m'a fait remonter pas à pas à l'intérieur du bâtiment. Mon esprit est devenu complètement vide. Seul mon cœur martelait violemment contre mes côtes. Le paysage autour de moi semblait s'estomper. Je n'ai pas retiré ma main. Fraîchement abandonnée par mon fiancé. J'étais conduite par un officier de l'armée de terre très respecté vers le guichet de l'état civil. L'employé a levé les yeux, a vérifié l'heure sur l'horloge murale et a demandé d'un ton professionnel, « Est-ce que vous signez tous les deux cette demande de mariage de votre plein gré ?» « Oui. » La voix de Marc a retenti sans la moindre trace d'hésitation. J'ai tourné la tête et regardé son profil, qui regardait droit devant. Il n'y avait absolument aucun doute dans son expression. Le regard de l'employé s'est alors tourné vers moi. J'ai pris une grande inspiration. Puis, j'ai lentement hoché la tête. Oui, je signe aussi de mon plein gré. Le son d'un stylo grattant rapidement sur les documents a rempli l'air. Ils ont vérifié nos cartes d'identité et nous avons répondu à quelques questions légales standards. Peu de temps après, l'officier d'état civil a apposé le sceau officiel sur notre acte de mariage. Le bruit sec et lourd a résonné dans le bureau silencieux. Avec ce simple tampon, toute ma vie a changé. L'employé a expliqué tranquillement quelques détails juridiques tout en organisant les papiers. J'ai répondu poliment, mais j'avais l'impression d'écouter de très loin. La signature de Marc et ma signature. Deux noms reposant côte à côte sur le même morceau de papier. Il y a à peine une heure, le nom de Romain était censé occuper cet espace. Étrangement, je ne ressentais aucun regret. Même en imaginant le nom de Romain, absolument rien ne s'agitait dans ma poitrine. Au lieu de cela, en regardant à côté de moi, j'ai vu Marc vérifier attentivement chaque ligne du document avec une intense gravité. Ce n'était pas le visage d'un homme essayant de profiter de ma vulnérabilité. C'était le visage d'un homme déterminé à assumer l'entière responsabilité pour que je ne subisse jamais de conséquences plus tard. Quand j'ai vu ce profil, j'ai cessé de voir ce choix comme une évasion. Je ne me suis pas mariée parce que j'avais été jetée. J'ai choisi de quitter un endroit où j'étais piétinée en utilisant mes propres deux pieds. L'acte de mariage officiel qui nous a été remis était encore légèrement chaud de l'imprimante. Ma romance de 5 ans avait été détruite par une seule photographie. Moins d'une heure plus tard, je suis devenue l'épouse légale d'un homme entièrement différent. Marc a accepté le certificat avec grand soin et l'a glissé dans une enveloppe pour qu'il ne se plie pas. Puis il l'a placé en toute sécurité à l'intérieur de mon sac. Levant les yeux, il m'a regardé droit dans les yeux. « Amélie, à partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais souffrir seule. » Juste après que nous soyons sortis du bâtiment et que je sois montée sur le siège passager du SUV de Marc, le téléphone dans mon sac a commencé à vibrer violemment. Le nom de Romain Dubois clignotait à plusieurs reprises sur l'écran. Voir ces mots ne me faisait pas mal à la poitrine du tout. J'ai simplement pensé que c'était incroyablement pathétique. Alors que j'étais censée signer nos papiers de mariage, il choisissait la robe d'une autre femme. Maintenant que tout était absolument terminé, il se souvenait enfin que j'existais. J'ai appuyé sur le bouton de réponse. Avant même que je puisse dire bonjour, la voix très irritée de Romain a sauté à mon oreille. « Amélie, où diable es-tu ? Nous avions promis de signer nos papiers aujourd'hui. Je suis arrivée à la mairie et tu n'es pas là. Combien de temps vas-tu continuer cette stupide attitude têtue ?» Il parlait comme s'il avait entièrement raison. Les tout derniers vestiges d'attachement en moi se sont tranquillement évaporés. Pour lui, il était parfaitement naturel que j'attende à l'heure. Il croyait également qu'il était parfaitement naturel pour lui de rompre ses promesses pour le bien de Sophie. Cette extrême arrogance était exactement ce que j'avais subi pendant 5 années angoissantes. « Romain », j'ai maîtrisé ma respiration. Une voix si calme qu'elle m'a même surprise est sortie de ma bouche. « L'endroit où je suis en ce moment n'a absolument plus rien à voir avec toi. » Un bref silence a régné à l'autre bout du fil. Il ne pouvait probablement pas comprendre mon attitude. La voix de Romain est devenue plus forte. « C'est quoi cette attitude ? Il y a eu une urgence avec la robe de Sophie et elle pleurait. En tant que son plus vieil ami, est-ce vraiment un crime pour moi de rester à ses côtés ?
Essaie d'être un peu compréhensive. Sa voix, sonnant comme un ordre, a continué. J'ai fini de régler les choses avec la boutique. Je me dirige vers la mairie maintenant. Tu n'as qu'à attendre là tranquillement. Ne cause pas de problème aux employés. J'ai laissé échapper un rire involontaire. Chaque fois que Sophie pleurait, il jetait mes moments les plus précieux sans une seconde pensée. Ma remise de diplôme, la nuit où j'ai été hospitalisée, nos anniversaires. Peu importe le jour, Sophie avait toujours une raison très pratique d'avoir une crise émotionnelle. Et il avait toujours une raison de me laisser derrière. Tu n'as pas besoin de venir, ai-je répondu, gardant les yeux sur la route. Le service est fermé et je ne suis plus là. L'autre côté du téléphone est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Quand il a finalement parlé, sa voix ne faisait aucun effort pour cacher sa frustration absolue. Si ça ne marche pas aujourd'hui, on peut le faire demain. Ne fais pas tout un plat pour rien. Amélie, laisse-moi te dire maintenant, arrête d'essayer de jouer à ces petits jeux pour attirer mon attention. Ça ne marchera pas, envoie-moi ta position maintenant. Je viendrai te chercher plus tard. Il me donnait des ordres jusqu'à la fin. Il était entièrement convaincu que je ne pourrais jamais le quitter. Il croyait vraiment que peu importe à quel point il me blessait horriblement, je finirais par céder. Mais cette fois, il se trompait complètement. Assis au volant, Marc m'a regardé dans le rétroviseur. Ses longs doigts agrippaient calmement le volant, et la vitesse de la voiture n'a même pas changé. Sa présence silencieuse et inébranlable m'a donné plus de courage que nécessaire. J'ai calmement prononcé mon verdict final. Romain Dubois, c'est fini entre nous. La respiration à l'autre bout du fil s'est complètement arrêtée. À partir de maintenant, peu importe le nombre de robes de mariée que tu choisiras pour Sophie ou combien de fois tu iras à son mariage, ça n'a absolument rien à voir avec moi. Ne m'appelle plus jamais. J'ai prononcé mes derniers mots avec une clarté parfaite. Avant qu'il ne puisse crier la chose répugnante qu'il s'apprêtait à dire, j'ai coupé l'appel. J'ai instantanément ajouté son numéro à ma liste de blocage. L'homme que j'avais autrefois bêtement cru être mon destin, je l'ai jeté de mes propres deux mains. Une brillante façon de couper les ponts. Toujours en regardant droit devant, Marc a parlé d'une voix basse, teintée d'une légère satisfaction. J'ai fixé son beau profil et j'ai laissé échapper un long soupir. Commandant Valois, puisque nous sommes allés jusqu'à signer les papiers légaux, je suppose que nous sommes officiellement partenaires à partir d'aujourd'hui. Le coin de la bouche de Marc s'est légèrement relevé. Il m'a jeté un regard pendant une seconde. J'attends cela avec impatience. Amélie Valois. Au moment où j'ai entendu ce nom, une chaleur étrange et intense a fleuri au centre de ma poitrine. Finalement, le SUV s'est arrêté à l'entrée lourdement gardée d'une base militaire. Le personnel de sécurité a vérifié la carte d'identité de Marc et a fait un salut sec. Le véhicule a traversé la base silencieuse et s'est arrêté devant une résidence d'officier de 2 étages. J'ai regardé le paysage inconnu depuis le siège passager. L'élan qui m'avait porté hors de la mairie commençait lentement à s'estomper alors que la réalité s'installait. À partir d'aujourd'hui, je n'étais plus Amélie Martin, une femme qui vivait sa vie en ne regardant que Romain. J'étais devenue Amélie Valois, une femme qui a épousé un homme le jour même où elle l'a vraiment rencontré. Marc est sorti de la voiture le premier, a fait le tour du côté passager et a ouvert ma portière. Se penchant légèrement, il m'a regardé. Nous sommes arrivés. Peux-tu sortir ? J'ai pris une profonde inspiration, j'ai serré mon sac contre ma poitrine et je suis sorti du véhicule. La maison de Marc était exactement comme lui. Elle était incroyablement sobre et semblait un peu froide, mais elle était méticuleusement bien entretenue dans les moindres recoins. Un canapé anthracite, une table basse en bois clair et l'odeur apaisante du cèdre flottant dans les pièces. À côté de l'entrée, des chaussures cirées étaient alignées dans la même direction. Il n'y avait pas de photos ou de décorations inutiles sur les murs. Seuls les éléments essentiels étaient placés à des endroits parfaitement désignés. Cela ressemblait à une maison rigide, mais pour une raison quelconque, je ne me sentais pas étouffée. Chaque fois que je visitais l'appartement de Romain, on me réprimandait constamment si je déplaçais quoi que ce soit.
L'endroit exact où laisser mon sac, où poser un verre d'eau, l'heure précise pour ouvrir les rideaux. J'étais toujours terrifiée de dévier de ces réponses correctes. Mais dans cette maison, Marc m'avait préparé un espace depuis le tout début. Il y avait des chaussons d'intérieur neufs pour femmes qui attendaient dans l'entrée. Dans la salle de bain, une brosse à dents non ouverte reposait sur le comptoir. Un plaid neuf et douillet était plié proprement dans le coin du salon. Cela ne semblait pas être une coïncidence. C'était comme s'il n'avait jamais complètement abandonné la possibilité que je vienne ici. Penser à cela m'a réchauffé la poitrine, et une vague de culpabilité intense m'a envahi simultanément. Complètement inconsciente des années qu'il avait passées à attendre, j'avais gardé les yeux fixés uniquement sur un autre homme. D'habitude, je vis seule. Marc a ouvert le placard de l'entrée, mais je me suis assurée d'avoir des chaussons frais prêts. Il a naturellement pris mon lourd sac de mes mains et l'a placé près de la porte. J'ai enfilé les chaussons, mais je me suis retrouvée complètement figée à l'entrée du salon. Je ne savais même pas quoi faire de mes mains. Un statut matrimonial soudainement changé. Une vie entièrement inconnue. Jusqu'à présent, j'étais bien trop habituée à lire l'humeur de mon partenaire avant de faire le moindre mouvement. En regardant le dos large de Marc, je n'étais même pas sûre de comment je devais l'appeler. Remarquant peut-être ma tension extrême, Marc s'est arrêté et s'est retourné. Une lumière remarquablement douce brillait dans ses yeux sombres. « Tu n'as pas besoin d'être si nerveuse. À partir d'aujourd'hui, c'est ta maison », a continué Marc d'une voix remarquablement calme. « Tu peux vivre ici comme tu le souhaites. Tu n'as pas besoin de t'adapter constamment pour qui que ce soit. Et tu n'as absolument pas besoin de lire mon humeur. » Ces mots ont agi comme une encre lourde, stabilisant mon cœur profondément chancelant. J'ai enfin laissé échapper un soupir. « Assieds-toi et repose-toi. » Marc a légèrement retroussé les manches de son uniforme. Ses bras très musclés ont été révélés. « Tu n'as probablement rien mangé de la journée. » Il s'est dirigé droit vers la cuisine. « Je n'ai pas de provisions extravagantes, mais je vais préparer quelque chose de chaud. » J'ai regardé son large dos s'éloigner avec une pure surprise. J'avais toujours supposé qu'un officier militaire de haut rang laissait toutes les tâches ménagères à quelqu'un d'autre. Je n'avais jamais imaginé qu'il cuisinait pour lui-même. Peu de temps après, un arôme incroyablement appétissant s'est échappé de la cuisine. Marc a apporté 2 lourds bols en céramique. Une portion chaude et copieuse de soupe de poulet maison était accompagnée d'un croque-monsieur parfaitement grillé. Le bouillon riche brillait pratiquement. Cela ressemblait à un repas français très classique. Marc a tiré une chaise. Ça n'a peut-être pas le goût d'un restaurant haut de gamme, mais je peux garantir que la cuisine était saine. Sa livraison trop sérieuse m'a fait rire un peu. Je me suis assise et j'ai pris une cuillerée de soupe. Le bouillon était incroyablement riche mais profondément réconfortant. Le croque-monsieur était parfaitement croustillant. Surtout, c'était intensément chaud. La température de la nourriture faisait lentement fondre le froid glacial qui s'était installé au plus profond de ma poitrine. Marc était assis en face de moi, me surveillant en silence pendant que je mangeais. Ses doigts tapotaient parfois légèrement la table. Au fond de ses yeux, une émotion que je ne pouvais toujours pas lire entièrement vacillait doucement. Quand nous avons terminé le repas, je me suis levée pour débarrasser. Marc n'a pas essayé de m'arrêter, me disant simplement de ne pas me surmener avant de se diriger vers son bureau. Une fois laissé seul dans le salon, mes nerfs tendus se sont enfin relâchés. C'était une maison immaculée mais quelque peu solitaire. Il y a quelques heures à peine, j'étais à la mairie, attendant désespérément un fiancé qui ne viendrait jamais. Et pourtant, maintenant, j'étais une résidente de cette maison. Pour calmer mes pensées qui s'emballaient, j'ai versé un grand verre d'eau tiède. Décidant de l'apporter à Marc, je me suis dirigée vers le bureau. La porte n'était pas entièrement fermée. Une lumière douce s'échappait par l'étroite fente. Marc était assis à un immense bureau en bois, examinant attentivement des documents. Juste au moment où j'allais frapper, mes yeux ont été attirés par un tiroir de bureau verrouillé, légèrement entrouvert sur le côté. À l'intérieur, je pouvais voir un vieux carnet de croquis usés. Sur la couverture était collé un autocollant de personnages de dessins animés que j'ai immédiatement reconnu.
C'était un personnage dont j'étais obsédée au lycée. Mon cœur a sauté un battement. Les doigts agrippant le verre d'eau se sont resserrés. Pourquoi Marc avait-il ce carnet de croquis spécifique ? Incapable de réprimer mon choc et ma curiosité débordante, je me suis glissée dans le bureau sans faire de bruit. Marc était entièrement concentré sur ses papiers et n'a pas remarqué mon approche. Après quelques secondes d'intense hésitation, j'ai tendu des mains tremblantes et j'ai sorti le carnet de croquis. J'ai ouvert la toute première page. Dessinée au crayon sur un papier légèrement jauni se trouvait une adolescente. Elle était assise à un bureau près de la fenêtre, le visage penché, dessinant quelque chose dans un cahier. La lumière du soleil filtrant par la fenêtre, les cheveux tombant doucement contre sa joue. Même les minuscules cheveux rebelles près de son oreille étaient capturés avec un détail méticuleux. C'était moi à 17 ans. Ma respiration s'est complètement arrêtée. J'ai lentement tourné les pages une par une. Sous chaque dessin, seule une courte date était écrite en petite écriture. L'automne. Préparation pour le bal de promo. Une promenade matinale enneigée pour aller à l'école. Seul. Stressant pour les dossiers d'inscription post-bac. Entraînement d'athlétisme après les cours. Marc se souvenait de moments que j'avais moi-même complètement oubliés. Sur une page spécifique, il y avait un dessin de moi tenant un cadeau que j'avais acheté pour Romain. Dans le croquis, je souriais avec un visage plein d'espoir. Les traits de crayon capturant ce sourire spécifique étaient légèrement plus sombres et plus lourds que sur n'importe quelle autre page. La page suivante s'arrêtait à mi-chemin. Seul mon profil était dessiné et l'espace juste à côté de moi où l'autre personne était censée se tenir était laissé entièrement vide. Que ressentait Marc lorsqu'il a arrêté sa main de dessiner le reste de cette image ? C'était peut-être le jour exact où il a découvert que j'avais choisi Romain. Malgré tout, il n'a jamais jeté ce carnet de croquis. Sans jamais avoir l'intention de le montrer à quiconque, il l'a gardé enfermé dans un tiroir que personne d'autre ne pouvait toucher. Ce profond silence était infiniment plus profond que de crier qu'il m'aimait. Ma poitrine s'est serrée si douloureusement que j'ai failli m'effondrer sur les pages. J'ai essuyé frénétiquement les larmes qui menaçaient de couler. Moi, rêvassant à la bibliothèque. Mon dos alors que je courais sur la piste d'athlétisme. Moi, essuyant des larmes à l'ombre du bâtiment scolaire après avoir raté un examen. Chaque dessin était imprégné d'une quantité ahurissante de temps et de soins méticuleux. Les dates remontaient à des années et des années, bien avant que Romain ne me regarde comme une femme. À l'époque où nous n'étions même pas des amis proches au lycée. Marc m'avait déjà observé. L'homme que tout le monde regardait maintenant avec un profond respect avait porté cette émotion pendant des années, la cachant dans un endroit que personne ne pourrait jamais voir. Il ne m'a jamais montré son affection. Il a juste regardé silencieusement pendant que je poursuivais Romain, retournant vers lui. Peu importe le nombre de fois où j'étais complètement brisée. Tu as tout vu ? La voix basse tombant d'en haut a fait violemment sursauter mes épaules. J'ai peiné à lever les yeux. Avant que je ne m'en rende compte, Marc avait fermé ses dossiers et s'appuyait contre le dossier de sa chaise, me regardant. Il n'y avait aucune panique dans ses yeux à la découverte de son secret. Dans ses yeux sombres se trouvait une chaleur profonde et ardente et une affection profonde qu'il avait réprimée pendant des années. J'ai serré le carnet de croquis contre ma poitrine. Le fond de mes yeux brûlait férocement. Marc s'est levé et a marché lentement jusqu'à moi. Une main chaude s'est tendue. Ses doigts ont doucement essuyé les larmes qui avaient silencieusement coulé sur mes joues. Je l'ai caché pendant très longtemps. La voix de Marc était basse et incroyablement douce. Elle contenait juste une légère trace de solitude. J'avais pleinement l'intention de le garder caché de tout le monde pour le reste de ma vie. Il m'a regardé droit dans les yeux. Mais je n'ai plus l'intention d'attendre. Quelques jours plus tard, un grand gala de charité a eu lieu dans un hôtel de luxe à Paris. Non seulement des personnalités du monde des affaires, mais aussi des hauts responsables du secteur de la défense étaient invités. Romain, attirant l'attention en tant que jeune PDG en pleine ascension, rassemblait naturellement les regards de la salle. Juste à côté de lui se tenait Sophie. Elle était vêtue d'une robe sur mesure ridiculement chère, exhibant son cou de signet lancé.
Elle avait ses bras intimement liés à ceux de Romain, riant et discutant avec les gens qui les entouraient. Je n'ai jamais aimé ce genre d'événement débordant de vanité et de statut. Mais ce soir-là, Marc avait besoin d'une cavalière. En tant que son épouse légale, j'assistais au banquet à ses côtés. À la seconde exacte où je suis entrée dans la grande salle de bal, la main délicatement posée sur le bras de Marc, les yeux perçants de Sophie se sont fixés sur nous. Elle a gardé sa prise sur le bras de Romain et a marché droit vers nous. Le claquement sec de ses talons au coupant à travers le brouhaha. Au moment où elle a réalisé que ma main reposait sur le bras de Marc, un éclair de choc total et de jalousie brute a traversé son visage, mais elle a immédiatement affiché un sourire écœurant de douceur. « Amélie, tu es vraiment venue. » Sa voix dégoulinait de faux sucre. « Je parle de toi depuis des jours. Tu étais si en colère que tu n'as même pas décroché le téléphone le jour de la mairie. » Sophie a baissé les sourcils dans une démonstration exagérée de détresse. Mais ce n'était vraiment pas la faute de Romain. Il y a eu une énorme urgence avec ma robe, et je n'ai tout simplement pas pu contrôler ma panique. C'est mon plus vieil ami, alors évidemment, il ne pouvait pas m'abandonner, n'est-ce pas? En surface, elle expliquait la situation, mais en réalité, elle paradait fièrement le fait que Romain ferait absolument n'importe quoi pour elle. En même temps, elle essayait de me peindre comme une femme hystérique et déraisonnable. À côté de Sophie, le visage de Romain s'est ouvertement assombri. Il m'a lancé un regard glacial. « Amélie, combien de temps comptes-tu faire ton caprice ?» Sa voix était pleine d'agacement et de reproches sévères. « Même le jour à la mairie, tu n'as fait aucun effort pour comprendre à quel point Sophie souffrait. Tu as même bloqué mon numéro de téléphone et maintenant tu te présentes ici avec Marc. Qu'est-ce que tu manigances exactement ?» Romain a levé le menton comme un roi donnant des ordres. « Excuse-toi auprès de Sophie. Si tu t'excuses maintenant, je ferai comme si tout ce gâchis n'avait jamais eu lieu. » J'ai failli éclater de rire. Pendant 5 ans, il a été exactement le même. Quoi qu'il arrive, il a toujours essayé de me forcer à baisser la tête. J'étais sur le point de révéler au grand jour leur dégoûtante hypocrisie. C'est alors que c'est arrivé. Marc, qui était resté complètement silencieux jusqu'à présent, a finalement bougé. Il a légèrement changé de posture, utilisant sa grande et imposante stature pour me protéger entièrement d'eux. En une fraction de seconde, la température de l'air ambiant a chuté. Marc a regardé Sophie avec une température de 0 absolue dans les yeux. C'était un regard réservé à un clown pathétique, qui ne méritait même pas d'être reconnu. « Monsieur Dubois. » La voix de Marc était basse et étrangement calme. Pourtant, elle portait une pression écrasante que personne dans la pièce ne pouvait ignorer. Vous agissez avec une arrogance déconcertante. Depuis quand exactement avez-vous le droit de donner des ordres à ma femme? Les invités environnants qui avaient écouté ont instantanément tourné la tête vers nous. Les dirigeants d'entreprise à proximité ont cessé de parler. Un serveur portant un plateau de champagne s'est brièvement figé sur place. Réalisant qu'elle avait attiré l'attention de toute la salle, Sophie a immédiatement adopté une expression de victime, elle a baissé les yeux et s'est accrochée encore plus fort au bras de Romain. Romain a probablement pensé qu'il pourrait utiliser l'attention de la foule à son avantage. S'il me peignait comme une femme folle et problématique, tout le monde se rangerait de son côté, comme toujours. C'était la certitude absolue écrite sur son visage. Pendant 5 ans, je m'étais soumise à cette même pression. Si je répliquais devant une foule, j'étais étiquetée comme une femme jalouse et amère. Si je restais silencieuse, j'étais louée comme la fiancée parfaitement compréhensive. Quel que soit le chemin que je choisissais, j'étais la seule à finir par saigner. Mais ce soir était complètement différent. De la main posée sur le bras de Marc, je sentais une chaleur indéniable et constante. Je n'avais plus besoin de m'enfuir. Je n'avais plus besoin de minimiser ma propre douleur juste pour être comprise par les autres. Je me suis redressée pour la toute première fois. J'ai regardé Romain et Sophie de la même hauteur. Romain a visiblement eu le souffle coupé. Son visage s'est complètement figé comme s'il venait d'entendre quelque chose d'impossible. La seconde d'après, un rire sec et moqueur s'est échappé de ses lèvres. « Marc, as-tu perdu la tête ?
Amélie était ma fiancée il y a quelques jours à peine. Quand diable est-elle devenue ta femme? Je sais que tu essaies juste de protéger sa fierté, mais il n'est pas nécessaire de raconter un mensonge aussi puéril. Sophie a couvert sa bouche et a gloussé. Un mépris brut flottait dans ses yeux. Exactement. Même si vous et Amélie êtes des amis proches, commandant Valois, raconter une blague comme ça ne fera que vous ridiculiser devant tout le monde. Même alors que les deux se moquaient de lui, Marc ne s'est pas mis en colère. Il a pris son temps pour ajuster calmement le col de son uniforme de cérémonie. Puis il a mis la main dans sa poche intérieure et a sorti l'enveloppe contenant notre acte de mariage officiel. Marc a déplié le document légal et l'a brandi pour que chaque personne aux alentours puisse le voir clairement. Ouvrez les yeux et regardez bien. Sa voix basse a parfaitement porté à travers la salle de bal silencieuse. Ceci est un acte de mariage légalement vérifié et officiellement enregistré. Amélie est actuellement légalement ma femme. Les lustres brillants illuminaient le sceau officiel apposé sur le papier. La salle de bal, qui bourdonnait de conversation quelques instants auparavant, est tombée dans un silence de mort, suffocant. Les yeux de chaque invité se sont fixés sur le certificat. Puis ils se sont tournés vers moi et enfin ils ont atterri sur Romain et Sophie qui avaient perdu toute couleur sur leur visage. Le sang a complètement quitté le visage de Romain. Ses yeux étaient grands ouverts et il se tenait là comme s'il avait oublié comment respirer. C'est impossible. Il a fait un pas chancelant en avant. Sa voix s'est brisée violemment sous le coup de la panique extrême. Amélie, tu étais censée m'épouser il y a quelques jours à peine. Il n'y a aucun moyen que tu aies signé un acte de mariage avec Marc aussi vite. Tu essaies juste de me tromper. Ce document doit être un faux. Sophie a entièrement perdu son assurance suffisante. Son expression soigneusement élaborée s'est brisée et ses longs ongles manucurés se sont enfoncés douloureusement dans la paume de ses mains. Amélie, tu ne peux pas raconter des mensonges comme ça juste pour te venger de Romain. Falsifier des documents gouvernementaux est un crime. En regardant les deux cracher frénétiquement des mots complètement incohérents et désespérés, les 5 années d'agonie suffocante accumulées dans ma poitrine se sont finalement évaporées. Je suis sortie de derrière Marc. Sous le regard stupéfait de toute la salle, j'ai calmement relevé les coins de ma bouche. Romain Dubois, Sophie Blanc, s'il vous plaît, ouvrez les yeux et regardez la réalité. Regardez exactement qui raconte des mensonges et qui est devenu la risée de cette salle. Ma voix était parfaitement sereine. Il n'y avait pas la moindre trace de doute. Pourtant, chaque mot les a transpercés comme une lame. Le jour où j'attendais seule à la mairie, vous étiez pressés l'un contre l'autre dans une boutique de mariage. Au moment où j'ai vu cette photo, je me suis enfin réveillée. Je suis sûre que vous ne pouvez absolument pas le croire, mais pour moi, ce n'était rien de plus qu'une libération incroyablement tardive. Romain avait l'air d'avoir pris un coup de masse en pleine poitrine. Jusqu'à présent, il croyait vraiment que peu importe à quel point il me négligeait, il serait toujours pardonné. Il croyait sincèrement que même s'il donnait la priorité à Sophie sur tout le reste, j'attendrais pour lui comme un chien loyal et obéissant. Il n'avait jamais, de toute sa vie, envisagé la possibilité que le jour viendrait où je partirais vraiment. Amélie, pour la toute première fois, la voix de Romain tremblait d'une terreur brute indéniable. Tu es juste en colère contre moi, n'est-ce pas? Il a tendu la main désespérément pour essayer de saisir mon poignet. Tu es juste furieuse que je sois allée à la boutique de mariage. Si tu es en colère parce que je n'ai pas pu venir à la mairie, je jure que je m'excuserai. Rentrons à la maison ensemble maintenant. Nous pourrons signer nos papiers demain, a poursuivi Romain d'une voix frénétique et suppliante. Je laisserai passer tout ça. Je te pardonnerai tout ça. Avant même que sa main puisse effleurer ma peau, les yeux de Marc sont devenus d'un froid meurtrier. Marc a saisi le poignet de Romain en plein vol. Son mouvement était d'une rapidité brutale et sans aucune énergie gaspillée. Sa main, endurcie par un entraînement militaire quotidien brutal, s'est refermée sur le bras de Romain comme un étau d'acier. Le visage de Romain s'est instantanément déformé de pure agonie. Monsieur Dubois. Marc l'a regardé de haut. Ses yeux d'un noir de jet étaient glaciales. Ne touchez pas à ma femme. Romain a aspiré une bouffée d'air saccadé.
Marc n'a pas retenu ses coups le moins du monde en lui adressant son avertissement final absolu. Elle est mon épouse légale. Ne pensez jamais que je resterai les bras croisés pendant que vous essayez de poser vos mains sur elle juste devant moi. La foule environnante a finalement saisi l'entièreté de la situation. Ce n'était pas un simple potin romantique. C'était une femme qui avait été calosement abandonnée, reprenant sa vie et sa dignité, et l'homme qui la protégeait n'avait absolument aucune intention de laisser passer la moindre insulte. Quand Marc a relâché sa prise, Romain a trébuché en arrière, perdant complètement l'équilibre. Son visage était d'une pâleur fantomatique. Son corps tout entier tremblait de manière incontrôlable. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. « Amélie, tu es complètement sans cœur. As-tu vraiment épousé un homme que tu n'aimes même pas juste pour te venger de moi ?» J'ai regardé ses yeux injectés de sang. Mon cœur était complètement et merveilleusement calme. Que j'aime Marc ou non n'a absolument rien à voir avec vous, monsieur Dubois. Le visage de Romain a eu un tic violent. Mais je peux vous dire ceci. Je suis bien plus saine d'esprit maintenant que je ne l'ai jamais été en endurant votre relation dégoûtante avec Sophie. Sophie a ouvert la bouche, essayant désespérément de sauver la situation. Cependant, à la seconde où Marc lui a lancé un regard à glacer le sang, elle a ravalé ses mots et a pratiquement trébuché en reculant. Le chaos de cette nuit s'est terminé avec Romain et Sophie fuyant la salle de bal comme des chiens battus. Les rumeurs à leur sujet se sont répandues comme une traînée de poudre pendant un bon moment. Dès le lendemain du gala, j'ai reçu d'innombrables appels de numéros inconnus. Des connaissances ne faisant aucun effort pour cacher leur curiosité morbide. D'anciens camarades de classe essayant de me soutirer l'histoire pour leur divertissement. Certains ont même eu le culot de m'accuser d'avoir trahi Romain. L'ancienne moi aurait frénétiquement essayé de dissiper les malentendus un par un. J'aurais expliqué toute la chronologie et choisi soigneusement mes mots pour que personne ne me déteste. Mais Marc m'a dit que si je ne voulais pas m'expliquer à quelqu'un, je n'avais pas à le faire. Ta vie n'existe pas juste pour gagner la compréhension d'étrangers. Je ne peux même pas commencer à expliquer à quel point cette seule phrase m'a sauvée. Marc n'a jamais confisqué mon téléphone ni supprimé mes contacts sans ma permission. Il m'a simplement dit que si j'avais besoin qu'il s'en occupe, il le ferait. Et il a attendu tranquillement à mes côtés jusqu'à ce que je prenne mes propres décisions. Protéger quelqu'un ne signifie pas le priver de ses choix. J'ai appris cette profonde vérité de lui pour la toute première fois. Et comme il l'avait promis, Marc m'a protégé tranquillement et férocement pour que je ne sois pas exposé aux yeux cruels du public. Il a géré les rumeurs sans fondement avec une autorité absolue et a tenu à distance quiconque essayait de me harceler. La tempête de ragots s'est finalement dissipée comme si elle n'avait jamais existé. La saison a avancé et l'hiver est arrivé. Pendant ce temps, notre vie commune ne s'est pas construite sur des événements dramatiques et tape à accent grave-l'œil, mais a plutôt été façonnée par de petites habitudes silencieuses. Même les jours où Marc avait un service tôt le matin, il me préparait le petit déjeuner avant que je ne me réveille. Chaque fois qu'il allait être en retard, peu importe la brièveté du message, il s'assurait toujours de me le faire savoir. S'il y avait une chance qu'il ne puisse pas tenir une promesse, il expliquait la situation au moment exact où il le savait. Au début, j'étais constamment choquée par ces choses incroyablement normales. Dans le passé, si une réponse était juste un peu tardive, je paniquais et vérifiais constamment l'humeur de Romain, terrifié de l'avoir offensé. Chaque fois que je faisais ça, Marc me rappelait patiemment, encore et encore, que je n'avais absolument rien fait de mal. Quand on me demandait ce que je voulais manger, je ne pouvais pas répondre tout de suite. Quand on me demandait où je voulais aller, j'essayais immédiatement de deviner ce qu'il voulait en premier, car j'avais passé si longtemps à enterrer complètement mes propres désirs. J'avais pratiquement oublié ce que j'aimais. Mais Marc ne m'a jamais pressé. Il m'a doucement rendu ses petits choix un par un. Quoi faire pour le dîner, quel film regarder lors de notre jour de congé, la couleur des fleurs à mettre dans le salon. À travers ces moments quotidiens silencieux, j'ai lentement repris possession de mon âme. Tard dans la nuit, une neige épaisse tombait lourdement à l'extérieur de la fenêtre. Tout le quartier résidentiel de la base militaire était enveloppé dans un monde blanc pur et silencieux. À l'intérieur du salon, une douce lumière ambrée brillait chaleureusement.
La chaleur des radiateurs repoussait le froid glacial loin des fenêtres. J'étais assise sur le tapis moelleux, tenant une tasse de chocolat chaud dans mes deux mains. Mon regard s'est naturellement posé sur Marc, qui était assis près de l'entrée. Il utilisait un chiffon spécial pour polir méticuleusement ses bottes de combat noires. Ses mouvements étaient silencieux et farouchement concentrés. On aurait dit qu'il manipulait un artefact inestimable. L'éclairage projetait des ombres douces sur ses larges épaules et son beau profil, adoucissant l'aura intense et intimidante qu'il dégageait habituellement. Un officier militaire strict connu pour ne jamais montrer le moindre moment de faiblesse devant les autres. Ce même homme passait ce temps incroyablement paisible et tranquille ici, dans notre maison. Sentant peut-être mon regard, Marc a posé la botte polie et a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Un sourire remarquablement doux a attiré les coins de sa bouche. Marc s'est levé et a marché vers moi de ses longues foulées, s'asseyant juste à côté de moi. Ses grandes mains ont enveloppé mes doigts légèrement froids. « Qu'est-ce que tu regardais ?» Tu fixais avec une drôle d'intensité. Sa voix basse, légèrement rauque. Le simple fait de l'entendre me faisait me sentir entièrement en sécurité. J'ai secoué la tête lentement, gardant mes mains posées dans les siennes. Marc. Parfois, j'ai l'impression que rien de tout ça n'est réel. J'ai l'impression de vivre dans un rêve. Les 5 ans à endurer une douleur constante. Le désespoir absolu d'être abandonné le jour le plus important de ma vie. Et maintenant, un homme qui me chérit plus que tout au monde est assis juste à côté de moi. J'étais encore si peu habituée à ce bonheur soudain et écrasant que parfois, cela me terrifiait vraiment. Marc a serré mes mains un peu plus fort. La seconde suivante, j'étais attirée contre sa poitrine chaude et solide comme un roc. Sa poitrine était large et dégageait une chaleur intense. Juste contre mon oreille, je pouvais entendre son battement de cœur régulier et puissant. Ce son m'a prouvé sans l'ombre d'un doute que ce n'était pas un rêve. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré la légère odeur de savon propre qui flottait sur son uniforme. Dans le passé, même lorsque j'étais dans les bras de Romain, je ne pouvais jamais me sentir en sécurité. Quand va-t-il me lâcher? Qui va-t-il privilégier par rapport à moi la prochaine fois? J'étouffais constamment sous ses peurs. Mais maintenant, je pouvais faire confiance même au silence de Marc. Même sans mots, je savais avec une certitude absolue que ses bras ne me repousseraient jamais. Ce n'est pas un rêve. Marc a posé son menton doucement sur mes cheveux. Sa voix portait une profondeur de sincérité que je n'avais jamais entendue auparavant. Amélie, les larmes que tu as versées et l'agonie que tu as endurée au cours des 5 dernières années, je ne les oublierai absolument jamais. La force dans ses bras s'est resserrée. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais pleurer seule. Je m'assurerai absolument de t'apporter bien plus de bonheur que tout ce que tu as jamais perdu. Marc s'est légèrement reculé et m'a regardé droit dans les yeux. Je passerai le reste de ma vie à te le prouver. Au moment exact où j'ai entendu ces mots, complètement remplis d'une certitude absolue, le tout dernier mur qui restait dans mon cœur s'est effondré. Les regrets suffocants qui me torturaient tard dans la nuit. La croyance déchirante que je ne possédais absolument aucune valeur. Tout cela s'est dissous dans l'étreinte chaude et inébranlable de Marc. Il n'y avait plus d'attachement pathétique persistant. Il n'y avait aucun désir de courir après un homme que je ne pourrais jamais récupérer. En cette nuit d'hiver silencieuse, alors que la neige continuait de tomber, j'ai finalement abandonné tous mes murs restants et ma fausse bravoure. Dehors, un vent glacial hurlait. Mais à l'intérieur de cette maison, il n'y avait rien d'autre qu'une chaleur absolue et indéniable. Au cours des longues années qui ont suivi, Marc, l'homme que tout le monde avait toujours supposé si froid, a continué à tenir ses promesses avec une gentillesse profonde et une loyauté absolue sans pareille. Il m'a protégé férocement, et quoi qu'il arrive, il n'a absolument jamais lâché ma main. Et côte à côte, nous sommes entrés dans de belles saisons chaudes et paisibles, un pas à la fois.